Alors bonjour à tous, et donc dans cet épisode, on va voir comment faire pour récupérer les données d'un utilisateur. Alors j'ai pas retouché au code, donc on a toujours une page classique. Donc pour la lancer, vous vous souvenez, c'est PHP, -S majuscule, et ensuite le nom du site, du nom du serveur. Donc là c'est localhost, puisque c'est un serveur local sur l'ordinateur, et le nom du port. Donc souvent c'est 3000. Vous pouvez mettre 5000, 3120, 3000. Essayez, mais souvent c'est 3000. Et comme ça, vous pouvez ouvrir et donc voir votre première page PHP qui s'ouvre. Alors maintenant, comment faire donc pour récupérer les données d'un utilisateur? Alors je vais enlever pour l'instant tout ce qu'il y a, sauf le titre, parce que le titre on peut le garder. Donc pour ça, on va utiliser un formulaire. Alors un formulaire, il prend deux paramètres, action et méthode. Alors le premier paramètre, action, c'est où est-ce que les données vont être envoyées. Quand on va cliquer sur envoyer notre formulaire, où est-ce que ça va être envoyé? Quelle est la page qui va recevoir les données? Alors ça peut être une autre page, mais souvent c'est la même page. Parce que ça permet comme ça, si le formulaire est pas bon, de simplement rester sur la même page pour réafficher le formulaire. Alors que si on envoie sur une autre page, ça veut dire que l'autre page doit vérifier les données. Si c'est pas bon, revenir sur la page d'avant en remettant les données. Donc c'est compliqué. Donc pour ça, souvent, action, c'est le fichier actuel. Donc là, entre autres, notre fichier s'appelle index.php. Et ensuite, on a méthode. Alors il y a deux méthodes différentes, get et post. On va parler des deux dans cette vidéo. Alors commençons par le plus simple, la méthode get. Vous allez très vite comprendre à quoi ça sert. Donc j'explique pas tout de suite, vous allez voir dans quelques minutes. Dans un formulaire, il faut des labels et des inputs. Un label, c'est le titre d'un input. L'input, c'est ce que va rentrer l'utilisateur. Est-ce que c'est du texte? Est-ce que c'est un nombre? Est-ce que c'est une date? Et le label, c'est son titre. Quel est le nom de l'input? Par exemple, là, j'ai un input de type texte, parce que on veut qu'il rentre n'importe quel texte. Son nom, on va voir, c'est important. Quel est le nom de notre input? Donc là, on l'appelle name, et son ID. Ces deux choses-là, souvent, on met les mêmes, parce que le nom doit être unique, ainsi que son ID. Donc au lieu de se casser la tête à faire deux noms différents, on met le même. Mais si je voulais changer ici son ID, comme par exemple input name, il va falloir que je change ici aussi input name. Alors pourquoi est-ce que là il y a un for? Le for permet de lier le label avec son input. Ça permet de dire, ce label-là, c'est pour cet input en particulier. Les deux sont liés. Comme ça, si jamais vous cliquez sur le label, c'est comme si vous cliquiez sur l'input. Et ensuite, pour valider le formulaire, il faut un bouton qui est de type, alors un input ou un bouton, qui a le type submit. Ça va permettre de dire au navigateur, quand tu cliques sur le bouton, alors il faut envoyer les données que tu as rentrées. Donc j'ai sauvegardé, je rafraîchis ma page, et donc on voit notre label ici, avec l'input texte ici, et enfin le bouton envoyer. Vous voyez ici que si je clique sur le label, c'est la case qui se retrouve cochée, qui se retrouve sélectionnée. Parce que, avec le for, le label et l'input sont liés. Alors essayons. Je rentre mon nom. Par exemple, je m'appelle Queen et j'envoie. Et rien ne se passe. Pourtant, on a bien dit que on envoyait les données sur la page actuelle avec une méthode get. Alors la méthode get, ça envoie les données dans l'URL. Si on écarte un peu la page, on voit ici, dans notre URL, on a l'adresse du site internet, suivi du nom de la page, suivi d'un point d'interrogation, et après ce point d'interrogation, on va retrouver toutes les données. Entre autres, le nom de l'input. Donc là, name, on voit que c'est bien le nom qu'on retrouve. C'est le nom qu'on a mis pour notre input, égal, et la valeur de notre input. Si on avait plusieurs inputs, comment ça se serait passé? Donc là, entre autres, on a un input nom. Alors je vais réduire un petit peu, voilà, comme ça.
on peut très bien avoir par exemple, alors pour changer, on pourrait avoir un input, disons, de sexe, par exemple. Donc on va avoir un label for, hop, quel est votre sexe, pour avoir un autre genre, hein, donc là ça va être un, non c'est pas un type d'input ça, ça va être select, le nom, donc on va lui donner, on va l'appeler gender, et l'id gender, pour que l'id et le for, pour que le label et le select soient tous les deux liés. C'est le même principe que pour l'input. Et dedans, donc on va mettre les différents types d'options possibles. Donc là, on va avoir man, avec 2M plutôt. Voilà. Ensuite, on va avoir femme. Ici, on va mettre women. Women, woman, voilà. Et ensuite, autre, on va mettre other. Voilà. Donc maintenant, si je rafraîchis, j'ai un select. On voit que si je clique sur le label, là, voilà, rien n'est sélectionné, je clique sur le label, ici c'est sélectionné. Et donc je peux choisir mon sexe, mon prénom, voilà, et j'envoie. Et maintenant on voit dans la barre, en haut, d'autres données. Maintenant vous voyez, il y a donc, en plus du nom, donc le nom de l'input avec la valeur de l'input, on a un end, un et commercial, suivi de l'autre champ. Là entre autres c'est gender, puisque c'est le nom qu'on a donné à notre input, et ensuite le nom, la valeur plutôt, de l'input. Alors maintenant c'est bien, on a nos valeurs ici. Comment est-ce qu'on fait pour les récupérer? Pour en faire quelque chose. Hop là, voilà, là on a tout. En PHP, il y a ce qu'on appelle des super globales. On fera sûrement un cours plus tard dessus. Mais il y a des super globales qui sont très importantes, que l'on connaît tous. Enfin, que l'on connaît tous, qui sont à connaître. Alors, puisqu'on va utiliser du PHP, on va tout de suite créer nos balises. Donc en haut, ou même en plein milieu de l'HTML, hein, on l'a vu dans le cours précédent, il n'y a pas de souci, peu importe où est-ce qu'on le met. La première super globale qu'on va voir, c'est la super globale get. Cette super globale, elle contient... Alors, les super globales, ce qu'on appelle super globales, c'est des variables qui sont créées par défaut par PHP tout le temps. Vous n'avez pas à vous en occuper. PHP, de toute façon, les crée et c'est lui qui les remplit. La super globale get, c'est un dictionnaire. Donc, on l'a vu, c'est une liste où l'index est défini en dur. Hein, c'est pas automatique. Donc, c'est un dictionnaire qui contient les valeurs de l'input de ce qui est passé dans le get, dans l'URL. On voit ici, c'est même dans le méthode get, et donc on a une super globale get. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'afficher pour voir ce qu'il y a dedans. Donc pour afficher, vous vous souvenez, on fait var dump. Parce que get étant un dictionnaire, on ne peut pas echo, ça n'a pas marché. Donc là, je rafraîchis. On a effectivement un array qui contient deux éléments. Le premier élément, c'est name, qui contient une string 6 Eminem. Et le deuxième, c'est l'élément gender, qui contient une string 5 woman. On peut bien sûr n'afficher qu'un élément. Je peux par exemple echo get name. Là, ça ne me renvoie que le nom. Il faut absolument que la clé que vous passez ici, ce soit la même que le nom de l'input, que le name ici. Si là je rentre autre chose, quelque chose qui n'existe pas, et que je décide quand même d'afficher, on a une erreur. Il nous dit undefined array key. Ça veut dire la clé n'est pas définie. Elle n'existe pas. Alors ça, c'est l'avantage et l'inconvénient de PHP, c'est que vous voyez, même si on a eu une erreur au début, le reste de la page charge. C'est bien parce que tout ne plante pas, mais c'est mal parce que parfois vous allez peut-être avoir une erreur qui est cachée quelque part dans un coin, et vous n'allez pas la voir. Parce qu'il y a quelque chose dessus, parce que le style est mal fait, et du coup vous n'allez pas voir l'erreur. Mais donc là, on voit qu'on ne peut pas afficher.
Donc ça, c'est pour get. On va faire des exercices plus tard pour mieux s'entraîner, mais là, en théorie. La deuxième méthode, c'est post. Alors on va reprendre, puisque dans l'URL, on peut simplement enlever, voilà, on repart sur une base vierge. Donc on a toujours le nom, on peut choisir toujours notre sexe, et on envoie. Et là, là, rien ne se passe. Il n'y a rien ici dans l'URL. Du coup, vous allez peut-être vous dire, mais du coup, c'est nul par rapport à get. Elles sont où là mes données? Je les vois pas. Où est-ce qu'elles sont? Contrairement à get, les données dans post sont, entre guillemets, sécurisées. C'est-à-dire qu'effectivement, elles ne sont pas dans l'URL. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Si on ouvre l'inspecteur, alors il faut faire clic droit, inspecter l'élément. Souvent, c'est F12. Si comme moi vous êtes sur Opera, normalement c'est CTRL Maj C. Ça peut être CTRL Maj I sur Firefox, je crois. Enfin bref. Vous ouvrez votre inspecteur et vous allez dans l'onglet Network. Alors, est-ce que je peux zoomer ça? Oui. Vous allez dans Network. Network, ça permet de, entre guillemets, avoir un aperçu, ou plutôt scanner, tout ce qui va rentrer, toutes les requêtes et les réponses qui vont être envoyées depuis le site. Donc là, si je tape un nom, donc je renvoie mon formulaire, je fais envoyer, on voit ici qu'on reçoit la page. En même temps, c'est normal, on demande d'afficher la page. Mais on voit que là, on a méthode de la requête qui a post, 200, donc tout s'est bien passé. Mais donc la requête, c'est post. Et si on va dans payload, on voit qu'on a form data, donc les données du formulaire. On a l'input name avec la valeur queen, l'input gender avec la valeur woman. Donc les données ont quand même été envoyées. On voit qu'ici, elles ont quand même été reçues. Donc, les données ont bien été envoyées quand même. Alors ça c'est bien, maintenant le plus important c'est de les afficher. Et donc comme vous devez sûrement vous en douter, tout comme il y a une méthode, une super variable get, il y a également une super globale, une super variable post. Si je réactualise, alors réactualiser quand vous envoyez des données de formulaire, ça va re-envoyer les données que vous avez déjà envoyées. C'est pour ça que parfois vous avez des alertes qui vous disent « Attends, t'es sûr parce que ça va réenvoyer ». Et donc là, dans le cas de l'exercice, c'est pas grave. Et donc on a, comme tout à l'heure, notre variable post contient une clé name qui contient le nom, une clé gender qui contient le sexe. Et tout comme pour get, je peux afficher une valeur. Si je décide d'afficher name par exemple, j'ai bien que le nom qui s'affiche. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi du coup utiliser l'un plutôt que l'autre, quelle est la différence? La différence est de sécurité. Si jamais vous mettez get, ce qui d'ailleurs est très rare, vous n'allez jamais mettre get, ou vraiment si vous en avez besoin. Mais dans les cas où vous allez mettre get, c'est surtout pour faire en sorte si jamais vous voulez envoyer cette URL à quelqu'un. Par exemple, je vais sur Google, je tape doc.php, on voit que dans l'URL en haut, j'ai toutes les informations, j'ai le client, j'ai Q pour ma recherche avec ce que j'ai recherché, et plein d'autres trucs. Bah ça peut être pratique si jamais je veux envoyer ce lien à quelqu'un d'autre. Les informations nécessaires sont dans l'URL. Imaginons, vous faites un site, un blog, vous allez peut-être vouloir passer le nom de l'article, justement, en paramètres, pour que l'autre puisse aussi avoir accès. Sans ça, vous aurez beau lui donner, si c'est du post, comme là on l'a fait, cette URL-là, quelqu'un l'ouvre, il n'aura rien du tout. Il n'aura pas toutes les données que nous on a envoyées. Donc get, c'est vraiment si jamais l'URL doit pouvoir être envoyée d'une personne à une autre et que les données ne sont pas sensibles. Parce que ça, c'est le deuxième point qui fait que post est très important, c'est justement cacher les données sensibles. Vous vous inscrivez à un site, par exemple. Vous n'avez pas envie que votre mot de passe soit dans l'URL. Imaginez quelqu'un de mal intentionné passe derrière vous et il retrouve l'URL. Ou même dans votre historique de recherche, on va retrouver l'URL avec votre mot de passe dedans. Post, lui, ne fait pas ça. L'URL est vide, l'URL est vierge. Il n'y a aucune donnée dans l'URL autre que la page internet. Donc c'est pour ça que bien souvent, c'est la méthode post qui va être envoyée.
Et vous voyez que là, on a tout fait sur le même fichier, parce que j'ai dit faire ça sur index.php. Mais si vous faites un autre fichier, par exemple target.php, donc on va lui donner aussi la structure basique d'un fichier HTML. Je vais récupérer ça, hop, on va lui mettre tout en haut. Hop, on sauvegarde. Ça, on s'en fiche, c'est juste pour le test. D'ailleurs, on n'est même pas obligé de mettre ça. Et là, au lieu de lui dire index, on lui dit que c'est envoyé vers target. Voilà. Donc là, si je renvoie mon formulaire, j'ai bien mes données qui sont toujours passées à l'autre, hein, parce que j'affiche. Mais pourtant, maintenant, je suis sur la page target.php. Alors pourquoi est-ce que je vous disais tout à l'heure que on fait plus souvent tout sur le même fichier? Parce que là, imaginez, je veux que dans le prénom, le nom là, il n'y ait pas de chiffre. Ok, j'envoie les données à target. Et là, ah mince, il y a un chiffre. Mais comment est-ce que je fais si je veux du coup pouvoir dire qu'il y a une erreur, réenvoyer sur la page index, pour après pouvoir mettre peut-être un encart rouge autour de l'input en disant attention, il ne faut pas de nombre. C'est compliqué, il faut faire. On est dans index, on envoie dans target qui réenvoie sur index. C'est compliqué et pas le plus pratique. Le plus pratique serait sur la même page de vérifier. Comme ça, bah, s'il y a une erreur, bah, c'est pas grave, on lui met juste une classe en plus là, parce qu'on est dans le même fichier. Et si c'est bon, bah, juste on envoie sur target. Ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc dans ce cours, vous avez vu comment faire pour récupérer les données d'un utilisateur grâce à un formulaire. Alors après, je vous encourage à regarder chez vous quels sont les différents types d'input. Parce que là, ça c'est même pas vraiment un input, mais c'est ce qui rentre dans un form. Mais vous voyez qu'il y a texte, mais il y a plein d'autres trucs. Si vous avez un éditeur de code, vous allez voir ici les différents types d'input qui sont possibles. Checkbox, color, password, range. Il y a énormément de types d'input différents. Donc je vous encourage chez vous à aller voir parce que c'est sûrement utile. Puis ça a déjà quelques pré-sécurité, on va dire. Mais déjà dans ce cours, on a vu l'essentiel, la différence entre post, get, comment faire pour récupérer les données en post ou en get, comment faire pour envoyer les données à une autre page. Et dans le prochain cours, eh ben on va essayer de faire un petit exercice, justement avec les formulaires.